Les cercles Proudhon, donc 1809-1865, c'est les dates de naissance et mort de Proudhon. 1865, c'est important parce que ça permettra à Proudhon, qui est un original difficilement classable, de prendre parti résolument dans la guerre entre le Sud et le Nord aux États-Unis et de soutenir le Sud pour la bonne et simple raison qu'il avait très bien compris que la victoire éventuelle des fédérés contre les confédérés, c'était la victoire du capitalisme libéral contre une société traditionnelle. La question de l'esclavage est tout à fait secondaire dans l'opération de cette guerre civile. Donc, le cercle Proudhon. Qu'est-ce que c'est que le cercle Proudhon ? C'est la rencontre improbable du syndicalisme révolutionnaire, qu'on baptise quelquefois anarcho-syndicalisme, ou encore, je préfère cette expression, syndicalisme d'action directe. Et donc, et du nationalisme intégral sous le patronage de Proudhon. Quelques mots sur Proudhon. Robert Sirico, dans son livre Catholique et libéral, souvent cité, c'est une bible pour les libéraux, nous invite à une réelle conversion au libéralisme dans une perspective chrétienne. Il est le fondateur de l'Institut Acton, dont la raison sociale est de réconcilier l'Église catholique avec l'économie de marché. Charles Gave, qui écrit la préface de son livre, en résume le propos. Une économie libre est la seule qui soit compatible avec les évangiles, et le capitalisme reste le seul système qui leur soit conforme. Multiples points d'interrogation. L'un et l'autre, avec la plupart des écrivains libéraux, s'indignent, et non pas de mots assez durs, contre le bisontin, c'est-à-dire Proudhon, qui s'est exclamé « La propriété, c'est le vol ». D'une manière générale, quand on parle de Proudhon, les gens ont retenu cette phrase. Il serait intéressant qu'ils lisent le texte. Et ajoute Sirico, la formule a inspiré en 1868 ce qui deviendra ensuite l'Internationale communiste. 20 ans plus tôt, Karl Marx avait résumé la théorie socialiste par cette simple phrase « l'abolition de la propriété privée ». Le propos est absolument hallucinant de malhonnêteté, laissant supposer que Marx et Proudhon marchaient la main dans la main pour abolir la propriété privée. Le père Sirico et beaucoup d'autres auteurs libéraux comme Charles Gave ou Mathieu Laine reprennent l'antienne pour jeter Proudhon, sans doute le plus grand sociologue du XIXe siècle, dans l'enfer socialiste et totalitaire. Victime du simplisme libéral imbécile, étroitement binaire, pour lequel, si vous n'êtes pas libéral, vous voilà inévitablement socialiste, communiste, ennemi de la liberté. Quelle bêtise! Dans sa réflexion sur la propriété, écrite en 1840, Proudhon plaide conjointement pour la famille, la propriété et l'hérédité. Je cite, « C'est surtout dans la famille que se découvre le sens profond de la propriété. La famille et la propriété marchent de front, appuyées l'une sur l'autre, n'ayant l'une et l'autre de signification et de valeur que par le rapport qui les unit. Le ménage, Proudhon a toute une diatribe contre le couple. Il a horreur du mot couple. Il parle des ménages. Le ménage est tout à la fois le rudiment et la forteresse de la propriété. Il n'a pas de mot assez sévère contre les rêveries républicaines et le socialisme qui veulent abolir le ménage, la famille et la propriété. Je cite, « Sans l'hérédité, non seulement il n'y a pas de descendants, plus d'époux et d'épouses, ni ancêtres, ni descendants, que dis-je, il n'y a plus de collatéraux,
il est clair, regardez à quel point cette définition est d'actualité, que si tout le monde est mon frère, je n'ai plus de frère. L'abolition de la propriété procède, comme toutes les rêveries républicaines, je cite toujours Proudhon, de cette idéologie absurde qui consiste à remplacer partout l'acte libre de l'homme par la force d'initiative du pouvoir, l'être réel par un être de raison, la vie, la liberté par une chimère dont la triste influence a été la cause de presque toutes les calamités sociales. Mais, c'est ce qui va expliquer sa fameuse exclamation, la propriété se vole. Mais la propriété s'est transformée en despotisme avec le droit d'abuser, rompant le contrat synalagmatique entre la société et l'homme, devenant ainsi prédation et vol. C'est une conception qui rejoint profondément la doctrine sociale de l'Église, qui introduit une obligation sociale dans l'usage de la propriété au nom du bien commun, dont on sait qu'il n'existe pas pour les libéraux. Mais qui faut-il croire lorsqu'Alain Laurent, dans son livre sur la philosophie libérale, fait de Proudhon, je cite, un individualiste dans l'âme, un anarchiste devenu libéral, qui propose un authentique individualisme libéral de progrès pour tous, populaire, qui nous libère de l'atavisme bourgeois. Cet annexionnisme est tout aussi absurde que le rejet de Proudhon dans l'enfer totalitaire évoqué ci-dessus. Dans un cas comme dans l'autre, les méfaits de l'idéologie libérale leur font préférer des énormités scandaleuses pour ceux qui connaissent la pensée de Proudhon et se sont donné la peine de le lire. Antidémocrate, anti-républicain, anticapitaliste, démocratie et capitalisme étant les deux piliers du libéralisme, critique acerbe de la philosophie individualiste qui réduit la société à la simple addition d'individus, tel était Proudhon. Et Daniel Halévy, sans doute le meilleur connaisseur de Proudhon, écrivait à propos des démocrates, je cite, « Leur mine était piteuse quand Proudhon glorifiait la guerre, quand il déclarait sans façon que mieux valait pour l'Europe et pour nous l'Italie fédérale et le pape dans Rome, et quand il refusait de s'enthousiasmer pour la croisade des Américains du Nord. Il avait très bien compris que le prétexte de l'esclavage était complètement bidon. Oui, Proudhon a d'abord été touché par l'optimisme et le rationalisme de son siècle, il en a partagé les espérances, et par là s'est laissé mener fort près du socialisme et du démocratisme. Mais il a rectifié ses vues. Il n'est pas moderne, l'homme, selon Proudhon. L'homo proudhonianus, c'est l'homme de la vieille France. Autre élément qui oppose radicalement Proudhon à Marx et Hegel, c'est le mode de raisonnement. La dialectique de Proudhon est binaire et condamne sévèrement la triade habituelle thèse, antithèse, synthèse, qui est une nouvelle thèse, mouvement sans fin. Pour lui, les forces antinomiques ne doivent surtout pas se résorber en une synthèse supérieure, mais au contraire, se perpétuer dans un équilibre résultant de l'antagonisme entre des forces contraires. Maurras, je cite, « Les idées de Proudhon ne sont pas nos idées. Elles n'ont pas toujours été les siennes propres. Elles se sont battues en lui et se sont si souvent entre-détruites que son esprit en est défini comme le rendez-vous des contradictoires. » Ayant beaucoup compris, ce grand discuteur n'a pas tout su remettre en ordre. Il est difficile d'accorder avec cet esprit religieux qui le vif et profond, sa formule « Dieu c'est le mal ». Et dans une intéressante étude du correspondant, M. Eugène Tavernier nous le montre fort en peine d'expliquer son fameux « La propriété seul vol ». Vous me permettrez, je m'en excuse, d'être en désaccord avec Maurras, parce que son texte « La propriété seul vol » est absolument exceptionnel. Nous remercions Proudhon des lumières qu'il nous donna sur la démocratie et sur les démocrates, sur le libéralisme et sur les libéraux,
Mais c'est au sens large que notre ami Louis Dimier, dans un très beau livre, l'a pu nommer maître de la contre-révolution. Son chaos ne saurait faire loi parmi nous, et nous nous bornerions à l'utiliser par lambeaux si ce vaillant Français des marches de Bourgogne ne nous revenait tout entier dès que, au lieu de nous en tenir à ce qu'il enseigne, nous considérons ce qu'il est, de cœur, de chair, de sang, de goût, Proudhon est débordant de naturel français, et la qualité nationale de son être entier s'est parfaitement exprimée dans ce sentiment qu'il a eu si fort de notre intérêt national. Patriote, au sens où l'entend dire les hommes de 1840, 1850, 1860. Je ne sais si Proudhon le fit, mais il était nationaliste, comme un Français en 1910. Abstraction faite de ses idées, Proudhon eut l'instinct de la politique française. L'information encyclopédique de cet autodidacte l'avait abondamment pourvu des moyens de défendre toute santé là-dessus. Et là-dessus, continue Maurras, Proudhon est si près de nous que, en tête de son écrasant réquisitoire contre les hommes de la Révolution et de l'Empire, à la première page de Bismarck et la France, Jacques Bainville a pu écrire cette dédicace. À la mémoire de Pierre-Joseph Proudhon, qui, dans sa pleine liberté d'esprit, retrouva la politique des rois de France et combattit le principe des nationalités. À la glorieuse mémoire des zouaves pontificaux qui sont tombés sur les champs de bataille en défendant la cause française contre l'unité italienne à Rome. Voilà un petit éclairage sur le personnage. La manière de syndicalisme révolutionnaire ou d'action directe, expression que je préfère. Pour comprendre ce mouvement, il faut se replonger dans l'histoire du mouvement ouvrier. Et le meilleur ouvrage en la matière, je l'ai amené ici, est celui d'Édouard Doléance, Histoire du mouvement ouvrier, paru aux éditions Armand Collin en 1967. La véritable découverte que promet le XVIIIe siècle n'est pas celle de la nécessité du travail, que l'on connaissait depuis toujours, mais celle de la nécessité de la liberté du travail. Elle implique donc la déstructuration des modes d'organisation du travail. Au nom de l'individualisme promu par la philosophie des Lumières, l'Assemblée législative votera le 14 juin 1791, à la quasi-unanimité, la loi Le Chapelier dont l'exposé des motifs est tout à fait clair. Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique dans un esprit de corporation. Il faut remonter au principe que c'est aux conventions libres d'individu à individu de fixer la journée pour chaque ouvrier, et c'est ensuite à l'ouvrier de maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. Merveilleux. Désormais, et c'est ce qu'il faut retenir, le travail est une marchandise, un article de commerce dont le prix est fixé par l'acheteur. Conséquence, là c'est la création du prolétariat et de la question sociale. Mais les analyses restent le plus souvent à la surface des choses. Les descriptions du docteur Villermé et de Villeneuve-Bargemont ne provoquent aucune réaction politique, aucun débat. Exception faite de la discussion parlementaire qui précède le vote de la loi limitant le temps de travail des enfants en 1841. Et la lecture des interventions des représentants de la bourgeoisie révèle un concentré d'ignominie propre à justifier les révolutions les plus sanglantes. Seul Montalembert se montre résolument hostile au travail des enfants dans un discours à la Chambre des Pairs où il parlera de système homicide et de crime. En définitive, 1841, la loi fixe à 8 ans l'âge minimum pour être admis dans une fabrique avec une durée de travail limitée à 8 heures.
Et cette loi scandaleuse régla le travail des enfants jusqu'en 1874, date à laquelle l'âge limite fut fixé à 12 ans. Autrement dit, de la monarchie de Juillet à la République, en passant par le Second Empire, la bourgeoisie impose sa loi des reins et va entraîner une forme d'anti-ouvriérisme largement répandue dans la bourgeoisie du XIXe siècle. Classe laborieuse égale classe dangereuse. La lutte des classes n'a pas été le fait des ouvriers. Les conditions de vie des ouvriers, inhumaines, misérables, sans aucune perspective d'amélioration, entraînent naturellement maladie, alcoolisme et prostitution. Mais rien ne peut ébranler la bonne conscience des bourgeois. Bien au contraire, se diffuseront très vite quelques clichés. Les pauvres sont débauchés, paresseux, imprévoyants et incapables d'épargner. On se demande comment ils auraient pu le faire. Les observateurs bien pensants insistent sur la misère matérielle, mais surtout la dégradation morale de ces familles ouvrières qui vivent dans la plus grande promiscuité des sexes et des âges et une absence totale d'hygiène. On ne le dira jamais assez. Un anti-ouvriérisme se répand dans la bourgeoisie du IXe siècle, pour laquelle les classes laborieuses sont des classes dangereuses. La cassure est définitive. Elle aura pour effet de précipiter les ouvriers dans les bras d'autres charlatans, marxistes et communistes, en particulier à partir de 1860, qui utiliseront la classe ouvrière la plus apte à faire la révolution, parce qu'elle n'a rien, comme l'affirmera systématiquement Lénine. La première internationale ouvrière se crée à Londres en 1864 et en 1866, le congrès de Genève est marqué par l'affrontement entre les proudhoniens et mutualistes d'un côté et marxistes de l'autre. Et ces derniers vont l'emporter très vite au congrès de Bâle. Au lendemain de la révolte des canuts lyonnais, on peut lire dans le journal des débats « Chaque habitant vit dans sa fabrique comme des planteurs des colonies au milieu de leurs esclaves. La sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les villes de dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Il faut que la classe moyenne sache bien l'état des choses, il faut qu'elle connaisse sa position. Ils sont peu éduqués. Et le « ils sont peu éduqués » me rappelle la formule utilisée par Alain Minck au moment du vote du Brexit. Il avait dit c'est l'affrontement entre les gens peu éduqués qui ont triomphé et les gens éduqués. 1831, 1834, 1848, puis la Commune, et on note au passage l'hostilité grandissante des mouvements ouvriers à l'égard des partis politiques et du parlementarisme, et même de la République, hostilité qui se manifestera en particulier en 1906, lors de la manifestation de la CGT du 1er mai, conduite par Patot et Pouget, où l'on pend le buste de Marianne. Et la même année, le vote de la charte d'Amiens au mois d'octobre, qui, contre les guédistes, proclame la séparation absolue des syndicats et des partis politiques et l'autonomie du mouvement ouvrier. Et ce sera voté à une écrasante majorité, 98%, chose comme ça. Alors, quelles sont les réactions ? Moi, il y en a une que je trouve extrêmement grave. Le 14 avril 1834, dans un discours aux pairs et aux députés, Louis-Philippe se félicite. C'est une leçon pour ceux qui ont tant de fois la criminelle audace d'attaquer le gouvernement. Après la révolution de 1848, on observe une bascule. Les ouvriers deviennent momentanément républicains, alors qu'ils ne l'étaient pas au départ, au moins jusqu'en 1830 et 1834. On les a poussés dans les bras des républicains. Puis viendra la déception, parce qu'ils se rendent compte que la bourgeoisie d'affaires, faisant jouer sa loi,
les ont utilisés pour faire la révolution. Et une fois de plus, ils les ont abandonnés, suivant une vieille habitude républicaine. Donc très vite, et vous l'avez encore de manière exceptionnelle, dans le congrès de la CGT en 1908 à Marseille, où ça commence par une diatribe contre la République, qui les a laissés tomber. Que d'ici, on s'est battu pour elle. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Adolphe Thiers. Ah, pardonnez-moi, j'ai envie de me faire plaisir. C'est le moment d'évoquer cet être ignoble. Ce général de guerre civile, prototype de l'assassin libéral que Balzac dépeint dans ses romans sous le nom de Rastignac. Monsieur Thiers a toujours voulu la même chose. Il n'a jamais eu une seule pensée, un seul système, un seul but. Tous ses efforts y ont constamment tendu. Il a toujours songé à Monsieur Thiers. Cet ambitieux, traître à toutes les causes, a été affabulé d'un nombre de sobriquets qui révèlent ce que pensait de lui bon nombre de ses contemporains. Foutriquet, nain grotesque, infâme vieillard, croque-mort de la nation, bandit sinistre, et la palme des surnoms revient à Flaubert qui le traita d'étroniforme. Dans sa vie privée, l'affreux gnome confirme son ignominie. Dès 1827, il devient l'amant de Sophie Daune, épouse du très riche propriétaire des mines d'Anzin, qui sera un mari très complaisant. Grâce à lui, il se présente en 1830 pour être élu député et gravir les marches du pouvoir. C'est désormais un bon parti pour une fille du grand patronat, et les Daune lui donnent en mariage leur fille Élise, alors âgée de 15 ans. Il est ainsi le mari de la fille aînée, ainsi que l'amant de la mère et de la sœur cadette Félicie. Bonjour le personnage. Et il deviendra ministre de l'Intérieur sous Louis-Philippe. Et dans toutes les révoltes ouvrières, 1831, 1834, etc., jusqu'à 1848 et jusqu'à la Commune en 71, il remplit consciencieusement son rôle d'assassin. Il faut pas oublier qu'il réalise en 1871 un massacre parfait avec son cortège d'horreur, photos de cercueils ouverts, enfants arrêtés, femmes fusillées. Et le 31 août 1871, il devient président de la République. Après la Commune, et c'est important pour le syndicalisme révolutionnaire, ça continue. Le 1er mai 1891, massacre de Fourmies, 9 morts, dont 4 femmes et un enfant. 1907, révolte des vignerons du Midi avec mutinerie du 17e régiment d'infanterie. 1907, Raon-l'Étape, un mort et des blessés. 1908, événement sanglant de Draveil et Villeneuve-Saint-Georges. Le nationalisme intégral, je ne ferai pas l'injure de vous expliquer ce que c'est. Vous savez très bien. Alors, le cercle Proudhon, existence brève, trop brève, créé en décembre 1911, il va disparaître au mois de juin, à la veille de la guerre de 1914. Il publie 7 cahiers. Je les ai là. Ça tire à 600 exemplaires. Il y a que 300 abonnés. Enfin. Et ils organisent de nombreuses conférences. 8 fondateurs. Jean d'Arville, qui est le pseudonyme d'Édouard Berthe, son bouquin ici. Henri Lagrange, Gilbert Maire, René de Maran, André Pascalis, Marius Riquier, Georges Valois et Albert Vincent. Créé à l'initiative d'Henri Lagrange, disciple de Maurras, qui en sera un des principaux animateurs, avec Georges Valois, disciple de Maurras et Sorel, et Édouard Berthe, disciple de Sorel. La réunion de création en décembre 1911 est présidée par Charles Maurras. Les personnages, Henri Lagrange. Henri Lagrange, 1893-1915. La découverte de Proudhon fut une véritable révélation intellectuelle pour cet adolescent de 17 ans.
Il voulait réaliser au niveau de l'esprit et au niveau de l'action la fusion du nationalisme intégral et du syndicalisme révolutionnaire. De cette union, Lagrange pensait qu'il sortirait ce régime nouveau, cet ordre social français, que notre illustre patron, dit-il, Pierre-Joseph Proudhon, a espéré toute sa vie. Et Lagrange ne manquera pas d'être séduit par le nationalisme de Proudhon, qui fit passer, lorsque se posera le problème de l'unité italienne, sa patrie avant ses convictions personnelles. Papalin, malgré son anticléricalisme, associé au légitimisme, malgré sa passion révolutionnaire. Proudhon sacrifiait les sentiments les plus enracinés dans son cœur et dévouait les positions les plus anciennes de son esprit à l'intérêt suprême de sa patrie. De ses abandons et de ses renoncements d'un prix si grand et qui ne marchandait pas, Proudhon s'est composé une âme de grand Français. Lagrange connaîtra une destinée à la fois brillante et tragique. À 17 ans, il était un des principaux animateurs du cercle Proudhon. Secrétaire général d'Union d'Action française, il régnait sur le quartier latin. Il connaîtra une fin héroïque à 20 ans lors de la Première Guerre mondiale, et Pierre de Béret a pu écrire de lui qu'il avait été le Rimbaud du nationalisme. Petite chose, au quartier latin, Henri Lagrange avait peur de passer pour un pur intellectuel. Et c'est la raison pour laquelle il était de toutes les bagarres, pour qu'il soit reconnu véritablement comme un militant. Georges Valois. Georges Valois, 1868-1944, mort au camp de Bergen-Belsen. Grand silence sur Georges Valois. Personne n'en parle. Anarchiste et militant syndicaliste, il rencontre Georges Sorel en 1898, qui lui fera abandonner ses préjugés démocratiques. Et suivant ses propres mots, il délaisse l'anarchie pour redevenir français et devient un farouche adversaire de l'idée de progrès, de la philosophie des Lumières et de la démocratie. Toute démocratie n'est jamais qu'une oligarchie de parasites entrepreneurs liés pour satisfaire leurs intérêts personnels aux dépens des intérêts de la nation. Il se rallie à l'Action française en 1906. La lecture de l'enquête sur la monarchie sera pour lui une véritable révélation, conformant son but, rallier la classe ouvrière à la monarchie. Au sein du cercle, Georges Valois déclenchera une bataille pour Proudhon afin de démontrer que les démocrates ne peuvent pas se réclamer honnêtement de l'œuvre de Proudhon et que seul le cercle était habilité à prolonger sa pensée. Quelques répliques cinglantes sont restées célèbres, dont une mérite d'être évoquée. Maxime Leroy, qui prétendait interpréter Proudhon dans un sens conforme à l'idéal démocratique, déclara à propos du cercle : « J'avoue que le cercle Proudhon fondé par l'Action française me répugne affreusement. C'est une violation de sépulture. » « Non, répondit ironiquement Georges Valois, c'est une exhumation. » Georges Valois a laissé une œuvre considérable en matière économique et sociale, et en particulier la monarchie et la classe ouvrière, et son livre sur l'économie nouvelle. Il quittera l'Action française en 1925 pour fonder un nouveau mouvement fascisant, le Faisceau, qui finira très vite également par le décevoir. Il est en fait hostile à l'évolution d'une action française qui, pour lui, ne croit plus beaucoup au coup de force et qui se polarise sur les élections législatives de 1924, espérant conquérir le pouvoir par les urnes, ce qui lui paraît absurde pour un mouvement anti-parlementaire. Mais surtout, c'est l'assassinat de Marius Plateau, chef des Clamaux du Roi, en 1923 par Germaine Berton, qui ébranle sa fidélité. Maurras avait annoncé que l'assassinat d'un dirigeant de la F provoquerait des représailles contre les représentants de la République. Représailles qui ne sont jamais venues. Édouard Berthe, 1875-1939.
Sans doute le vrai et seul disciple intellectuel de Georges Sorel, qui, à la différence de Valois, après sa rupture avec le nationalisme intégral, évoluera vers le léninisme. Il est au sein du cercle représentant le plus éminent de la tendance syndicaliste révolutionnaire. Et c'est son syndicalisme qui l'a conduit au royalisme. Dans un des cahiers, il déclare « Je ne vois aucune difficulté à conclure en faveur de la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée, telle que Maurras en a présenté l'esquisse dans son enquête. » Dans son ouvrage fondamental « Les méfaits des intellectuels », il rappelle que dans la pensée proudhonienne, l'antinomie joue un rôle central. Proudhon, en effet, a constaté que de l'opposition des absolus jaillit le mouvement politique, la vie sociale, de même que de l'opposition des deux électricités contraires jaillit l'étincelle motrice, lumineuse, vivifiante, la foudre. Le mouvement social résulte donc du choc de deux absolus, et il tire l'enseignement de cette découverte en l'appliquant deux courants de réalité qu'il estime être fondamentaux, le nationalisme intégral et le syndicalisme révolutionnaire. Il constate que l'un prétend restaurer l'État dans l'absolutisme de la nation et de sa réalité, l'autre donner à la société, c'est-à-dire aux groupes sociaux, aux syndicats, une autonomie non point absolue. Ce sont deux mouvements qui sont en effet aux antipodes l'un de l'autre, et néanmoins, c'est de leur libre opposition que jaillira le nouvel équilibre social. L'idéal était-ce une utopie? Pour Édouard Ebert, c'était que l'Action française, qui avec Maurras est une incarnation nouvelle de l'esprit apollinien, raisonnable, par sa collision avec le syndicalisme, qui avec Sorel représente l'esprit dionysien, des mesures, va pouvoir enfanter un nouveau grand siècle, une de ces réussites historiques qui, après elles, laisseront le monde longtemps ébloui comme fasciné. Point de départ des réflexions du cercle, une condamnation radicale de la démocratie, accusée d'être à l'origine de tous les maux dont souffre la société française. En effet, la démocratie est, selon le cercle, une toupie qui, lorsqu'elle est incarnée par la réalité sociale, s'avère destructrice de toutes les valeurs fondamentales qui sont à la base de la société et des libertés réelles des Français. L'idéal démocratique a d'ailleurs permis l'instauration du système capitaliste qui détruit dans la cité ce que les idées démocratiques dissolvent dans l'esprit, c'est-à-dire la nation, la famille, les mœurs, en substituant la loi de l'or aux lois du sang. Ce texte vous rappellera bien entendu les propos de Maurras dans l'avenir de l'intelligence. L'anticapitalisme et la décentralisation sont les autres points d'accord entre les membres du cercle. Mais attention, il soulève un aspect très actuel de l'état des lieux. Je livre votre réflexion. Pour eux, si la monarchie est une condition nécessaire de la décentralisation, elle n'est pas cependant une condition suffisante. Les membres du cercle considèrent qu'un changement de régime politique ne suffirait pas à restaurer les libertés réelles que les Français avaient perdues depuis la Révolution de 1789. Depuis cette date, la société française a subi des transformations très profondes qui rendent impossible la reconstitution des vieux organes de défense que le peuple français s'était créé. Ces transformations impliquent la création d'institutions qui s'appuient sur la tradition française, mais qui seront de forme nouvelle. Je livre à votre réflexion. Deuxième élément de rupture, on va dire, avec la pensée classique d'Action française, la lutte des classes. Pour les membres du cercle, il ne faut pas nier la lutte des classes, mais au contraire, renforcer les caractères propres de chacune d'entre elles. Il ne s'agit donc pas, comme pour les marxistes, de supprimer la bourgeoisie et d'instaurer une société collectiviste. Or, l'Action française posait en principe
l'inexistence de cette lutte en ayant recours au corporatisme qui affirmait l'existence d'un intérêt commun supérieur aux oppositions de classe. Le cercle Proudhon ne fit quasiment jamais référence au corporatisme, car non seulement il constatait l'existence d'un puissant antagonisme entre les classes, mais encore il le souhaitait et l'estimait bienfaisant pour la société française, dans la mesure où il y avait au-dessus de ces classes un monarque, garant du maintien de l'unité française. Retenons donc de la recherche du cercle Proudhon la critique de la démocratie et du capitalisme, ces deux institutions constituant le fondement de la société libérale. Ensuite, la tentative de création d'une société nouvelle, d'une société autogérée, dont les deux pôles auraient été une société civile autonome à la base et un État royal au sommet. Il condamne formellement donc la société libérale et ses deux piliers, la démocratie et le capitalisme, contre lequel, dit-il, il faut engager un combat global. Refus de la démocratie, c'est une évidence, la plus sotte des rêveries, fondée sur une philosophie individuelle pour laquelle la société n'est qu'une addition d'individus et n'a plus d'existence. C'est un bon descriptif de notre réalité. Or, la société est la résultante et non la somme des forces agglomérées. Elle est un agrégat indépendant des volontés individuelles. Il existe une réalité sociale, un être collectif. Cette maladie mortelle pour les nations est théoriquement un régime de liberté et pratiquement, elle a horreur des libertés concrètes, réelles. Elle entraîne la mort de la nation. C'est la majorité qui est amenée à choisir les valeurs. C'est-à-dire qu'elle peut décider à tout moment du bien et du mal, du beau et du laid, du vrai et du faux, en fonction de ses caprices ou du conditionnement dont elle est victime, du fait de l'existence de groupes de pression constitués, organisés à cette fin. C'est bien la description de notre réalité. Elle entraîne la dissolution de la famille. Oui, la démocratie est vivante, bien vivante. Elle éclate de santé. C'était vrai à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui. Mais tout à côté, la famille meurt, la patrie meurt, la terre meurt, comme certaines fleurs. La démocratie ne s'épanouit bien que dans les cimetières. Bien vu. L'anticapitalisme. L'anticapitalisme, ce que je vous ai dit, du cercle Proudhon n'avait pas pour objet, comme celui du marxisme, la disparition de la bourgeoisie et l'instauration d'une société sans classe. Suivant l'enseignement de Georges Sorel, les membres du cercle estiment que l'existence de classes différentes, et même opposées, est un bienfait pour la société. Mais l'État est devenu l'instrument des financiers. L'anticapitalisme du cercle Proudhon est de nature politique. Dans le deuxième cahier du cercle, Henri Lagrange écrit « Oui, nous sommes résolument opposés au capitalisme politique, par syndicalisme, par nationalisme, par catholicisme. Nous sommes opposés à la domination de l'or, à la plutocratie, qu'elle soit nationale ou internationale, qu'elle règne sous son nom propre ou sous le couvert de la République ou de la monarchie. Cette opposition au règne, au régime de l'or, qui donc l'a affirmé, avec plus de force que Maurras, au nom de la contre-révolution, dans un livre dont nous répétons encore qu'il est le plus beau livre du siècle, L'avenir de l'intelligence. À quoi tend le mouvement d'action française, si ce n'est à arracher le pouvoir politique à l'or pour le rendre au sang? Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Il faut donc que le pouvoir politique échappe au règne de l'argent. Et il faut prolonger cette action en rendant également le pouvoir économique indépendant des financiers. Les capitalistes, en effet, sont seulement préoccupés par le rendement financier. Ils ont perturbé la production. Ils ont surproduit des objets de qualité inférieure pour écouler leurs marchandises. Ils ont développé des besoins de manière artificielle grâce à la publicité qui conditionne le consommateur. C'est pourquoi
Poursuivant l'application des principes qui doivent régir la politique, c'est-à-dire en somme l'économie générale, le cercle Proudhon s'oppose à la domination capitaliste dans l'économie. D'après Edouard Berthe, dans une très belle formule que je vais vous citer, la finance, je cite, minera sourdement tout le mouvement d'idées qui pourrait faire valoir une valeur supérieure à la valeur marchande. Elle corrodera le catholicisme par le modernisme, qui est essentiellement une transaction entre la foi chrétienne et le monde moderne. La philosophie par le pragmatisme, qui est un modernisme philosophique. Le socialisme et le nationalisme par le parlementarisme, partout, enfin, où elle flairera un esprit d'intransigeance guerrière, susceptible de dresser et de maintenir contre elle quelque absolu et quelque surnaturel au sein de cet universel relativiste, naturaliste, moderne, si favorable à son règne, elle essaie immédiatement de l'entourer, de l'envelopper, de le pacifier. C'est ainsi qu'elle a miné le syndicalisme lui-même. Il y a également, ajoute-t-il, un déracinement spirituel. Le capitalisme entraînant corrélativement un triomphe du matérialisme, consubstantiel à son développement. La réification de l'homme, qui n'évaut plus qu'au sein d'une relation production-consommation, en dehors de toute autre expertise, toute autre perspective, cette relation production-consommation, ne se concevant qu'au présent, l'homme oublie le passé, dédaigne l'avenir. Il n'est plus qu'un objet, ballotté au creux de stimuli extérieurs à sa conscience, trouvant leur source dans la publicité. L'homme n'obéit plus qu'à des réflexes conditionnés. On a l'impression qu'il décrit la société dans laquelle nous sommes. Alors la création d'une société autogérée, en réalité, ils n'ont pas eu le temps, dans la brève existence du cercle Proudhon, de détailler cette société. Mais cette société autogérée, que souhaite le cercle Proudhon, détermine un état minimum, c'est-à-dire très classiquement, ils le disent, une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Je rajoute une chose que je soumets encore à votre réflexion. Il y a une chose qui a disparu dans vos modes de pensée. C'est le droit divin. On n'en parle plus. Ça gêne. Vous vous rendez compte ? Un droit divin aujourd'hui. Or, n'oubliez pas qu'à l'AF, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas catholiques et qui défendaient le droit divin. Pour la bonne et simple raison. C'est que c'est la limite parfaite pour que le roi ne devienne pas un tyran, un dictateur. C'est une des limites avec les lois fondamentales du royaume. Le cercle n'a pas fait de long développement au sujet de l'institution monarchique, reprenant les analyses de Charles Maurras. La société civile autorégée doit être diversifiée, composée d'une multitude d'institutions, d'organisations sociales différenciées, afin d'assurer les libertés réelles des Français. Ils iront même jusqu'à dire qu'il ne fallait pas que les organisations syndicales deviennent monolithiques, susceptibles de s'opposer frontalement à l'État, mais de manière désordonnée. Donc, ils imaginent un syndicalisme, lui aussi, décentralisé. Et parmi ces organisations qu'ils défendent, la première d'entre elles, c'est la famille, cellule fondamentale de la société, fortement ébranlée par la législation révolutionnaire. La décentralisation territoriale, réalisée à partir de la renaissance des communes et des anciennes provinces supprimées par la Révolution, et elles doivent, ils vont très loin, dans l'autonomie des régions. Elles doivent être dotées, pour jouir d'une véritable autonomie, d'un gouvernement, d'universités autonomes. Bref, renaissance également des corps de métier, rassemblant les hommes appartenant à une même profession. On ne précise pas trop là si c'est au fond
c'est pas du corporatisme. Mais bon. Donc, rôle essentiel du syndicat, mais un syndicalisme décentralisé, le mouvement ouvrier devant avoir, lui aussi, un caractère fédéraliste. Voilà, grosso modo, les réflexions du cercle Proudhon. Il y en a qui sont très actuelles et qui nous interpellent parfaitement. Lorsqu'ils expliquent finalement que le rétablissement de la monarchie, est-ce que vous êtes sûr que ça va suffire à recréer une société? Et s'oppose, c'était l'opposition radicale par certains côtés entre Sorel et Maurras, ce qu'on va appeler schématiquement la révolution par en haut, défendue par Charles Maurras, c'est-à-dire on change d'institution, la monarchie, et puis après tout va en décoller. Et puis Sorel, et finalement un peu le cercle Proudhon, qui eux souhaitent une révolution, j'allais dire, par en bas, c'est-à-dire une révolution de la société qui permettrait éventuellement d'accueillir la monarchie. C'est un débat que malheureusement nous n'avons pas à l'AF. Et je le regrette. On est joué carte sur table. Et que manifestement s'opposent des conceptions diverses jusqu'à ceux. Alors là, moi, franchement, c'est pas ma tasse de thé, vous le pensez bien. Jusqu'à ceux qui vont jusqu'à vous dire qu'au fond, ce qu'il faudrait, c'est instaurer une monarchie parlementaire avec une constitution comme celle de la Ve République, par exemple, un peu toilettée. Je vous donne mon avis personnel. Je suis radicalement opposé à ce genre de choses. Parce que ça permet quoi? Ça permet de dire, ah, mais en Europe, regardez, il y a beaucoup de monarchies. Quelle monarchie? Alors, on bave devant la monarchie anglaise. C'est pas ma tasse de thé. Pour une raison très simple. Depuis la Grande Révolution et l'exécution de Jacques Stuart, le pouvoir anglais a toujours été le masque d'une oligarchie financière épouvantable et commerciale. C'est le règne des marchands. Quant aux autres monarchies, quand on voit l'état de la monarchie espagnole, qui a signé toutes les modifications, les lois sociétales, etc., y compris l'identité de genre, etc., c'est pas ma tasse de thé, franchement. Et je me battrai pas pour ça. Voilà, bon. Vous avez de quoi réfléchir et on a de quoi discuter. Et j'aimerais, personnellement, pourquoi on ne le réaliserait pas un peu localement ou régionalement, qu'on ait des discussions fondamentales, ce genre de choses. On part du principe, ah, vous êtes d'AF, on pense tous la même chose. Ben, c'est pas vrai. Tintin. On n'a pas les mêmes conceptions. Mais on n'en parle pas. Alors comment on peut le savoir? Ça gêne. Or, il me semble, et ça c'est l'exemple du cercle Proudhon, d'une certaine manière, c'est qu'ils ont ouvert entre eux des discussions sur le fond, sur l'essentiel. Eh bien, ouvrons-le. Voilà, je termine là-dessus.